Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, suite aux attaques terroristes dans le nord Bénin, le Conseil des ministres s'est réuni hier en séance extraordinaire sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Le point, c'est dans un instant. Et puis, le président Patrice Talon a également reçu jeudi 10 février 2022 une délégation du Millennium Challenge Corporation. Les raisons de cette rencontre dans un instant. Et puis la Libye est de nouveau dans l'angoisse. Le pays se retrouve après un vote controversé au Parlement avec deux premiers ministres qui ont vu leur convoi visé par des tirs. Merci pour l'attention. Le Conseil des ministres s'est réuni en séance extraordinaire ce jeudi 10 février sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, après avoir fait le bilan exhaustif des dernières attaques djihadistes perpétrées au nord du Bénin. Le gouvernement a rassuré le peuple et a dévoilé les mesures sécuritaires prises pour renforcer davantage le dispositif sécuritaire adopté. Le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce jeudi 10 février 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen de la situation sécuritaire aux frontières nord de notre pays. Pour la circonstance, la séance a été élargie au haut commandement militaire. Du point fait par celui-ci au Conseil, il se dégage ce qui suit. La portion de terre dénommée Point Triple, zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, que doivent prendre en charge les trois pays, est considérée depuis peu comme critique en raison des actions terroristes observées. Cet espace qui jusqu'alors n'a pas encore fait l'objet d'une action conjuguée des trois pays concernés est également un repère de braconniers. C'est en allant débusquer ceux-ci, le 8 février 2022, qu'une patrouille de gardes forestiers d'African Park Networks, APN, est tombée sur un engin explosif improvisé, ainsi qu'une deuxième patrouille dans les mêmes circonstances, faisant au total 8 morts, un agent civil d'APN, 5 gardes forestiers ainsi que leur instructeur français, un agent des forces armées béninoises et 12 blessés. Par la suite, une patrouille de reconnaissance a subi le même sort ce jeudi 10 février 2022, faisant une nouvelle victime civile, agent de APN, et portant ainsi le nombre d'engins explosés par mine artisanale à 3. Le Conseil a salué la mémoire des disparus et exprimé son soutien aux blessés qui sont déjà tous pris en charge. Par ailleurs, les échanges ont permis de mettre en exergue que la stratégie du gouvernement pour garantir la sécurité sur tout le territoire national suit son cours et s'intensifiera avec la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. En effet, le gouvernement a mis à la disposition des forces armées béninoises d'importantes ressources financières, non seulement pour les équiper, mais aussi pour recruter et former du personnel. Au regard de la nature des événements en cause, la dite stratégie déjà en cours de déploiement sera accélérée car, bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement notre sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus de nos moyens et n'entamera en rien notre détermination à y faire face avec succès. C'est pourquoi le gouvernement tient à rassurer l'ensemble de nos populations que les points tenus par notre armée sont restés infranchissables et que notre stratégie permettra de sécuriser sous peu la zone encore critique afin de garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Une délégation de Millennium Challenge Corporation conduite par son directeur général par intérim Mahmoud Ba a été reçue ce jeudi au palais de la présidence de la République. La mise en œuvre du deuxième compact du Millennium Challenge et compte était au menu des échanges entre le président Patrice Talon et la délégation en présence du ministre Abdoulaye Bio-Tchane, ministre du Développement, de Romia Douadaïm, ministre de l'Économie et des Finances, et le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonchi. Je vous invite à suivre Mahmoud Ba, directeur général par intérim du MCC, à la sortie d'audience. S'agissant du compact énergie, nous avons parlé des progrès à ce jour.
notamment les réformes qui ont été mises en place. Nous avons aussi parlé des investissements en infrastructure, notamment les postes et stations de transformation. Mais aussi, nous sommes dans une ligne, dans les mois à venir, de lancer des IPP et des centrales solaires. Et donc, on a eu un aperçu de l'état d'avancement des travaux, mais aussi des infrastructures et des transactions qui arrivent. On a aussi discuté de la décision du conseil d'administration du MCC par rapport à des inquiétudes que nous avions sur ce que nous considérons comme les critères de sélection et d'éligibilité du MCC. Et nous avons eu une discussion très fructueuse avec le chef de l'État, assez transparente, assez franche. Ce qu'on retient, c'est qu'on a un partenaire discipliné, clair et solide, qui veut mettre en œuvre un programme complexe dans une atmosphère de Covid. Donc, on est là pour supporter le gouvernement et rappeler les engagements. On retient qu'on a eu des discussions franches sur des inquiétudes que nous avons. Et ça, dans la transparence, nous avons eu une discussion avec un partenaire ouvert et avec des analyses assez concrètes et pour ramener chaque partie à une bonne entente du contexte dans lequel nous exécutons nos travaux. Donc, je suis confiant et positif. Nous avons une équipe solide ici sur le terrain, qu'on va atteindre notre objectif et qu'on va allevier la pauvreté chez un bon nombre de Béninois, ce qui est notre objectif essentiel. Depuis plusieurs mois, les prix des produits alimentaires ont connu une hausse et plus encore depuis quelques semaines, certains ont doublé voire triplé de prix. Cette situation a des répercussions non seulement sur l'économie locale et nationale, mais aussi et surtout sur le panier de la ménagère. Pour toucher du doigt la réalité, une équipe de la rédaction s'est rendue au marché de Glodjibé. Suivez ce reportage. Pour les petites bourses, elles donnent le tournis. La flambée inquiétante des prix des produits de première nécessité ces dernières semaines ne laisse personne indifférent. Dans les marchés en général et celui de Glodjibé en particulier, vendeurs et acheteurs se plaignent de la hausse des prix. Pour le Béninois lambda, il devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Nous souffrons de trop. Rien n'est facile à acheter. Depuis le matin que je suis venue dans le marché, je tourne en rond. Tout est cher. Ce n'est plus la maladie qui nous tue aujourd'hui, mais plutôt la faim, la misère. Car à force de réfléchir de trop avant d'acheter, vous risquez d'être victime d'un AVC. Auparavant, 300 francs vous suffisaient pour une mesure du haricot. Actuellement, c'est à 600 francs. La souffrance s'accentue sans vous mentir. Le sac de riz qui était à 18 000 francs, maintenant c'est à plus de 21 000 francs. Si Jardy, le gari était considéré comme la ration des pauvres, aujourd'hui il faut débourser au moins 500 francs pour se procurer une mesure. Le prix du maïs, produit de base dans la consommation des mets béninois qui actuellement tourne autour de 300 francs la mesure, donne également à réfléchir. Normalement en février, le maïs ne devrait pas coûter cher, mais c'est le contraire. C'est à 275 francs au lieu de 150 francs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est cher. Aidez-nous. Que le président nous aide. Cette flambée des prix des produits de première nécessité affaiblit davantage les revenus des populations, surtout les couches vulnérables. Les ménages pauvres éprouvent davantage de difficultés à manger en quantité et en qualité car le grenier et le panier de la ménagère sont quasiment vides. Actualité en dehors du Bénin, la Libye de nouveau dans l'angoisse. Le pays se retrouve dans un vote après un vote controversé au Parlement avec deux premiers ministres qui ont vu leur convoi visé par des tirs, signe d'une exacerbation et de tensions dans un pays déjà miné par des luttes de pouvoir. Il y a un an, la Libye formait un gouvernement d'union nationale. Véritable espoir d'une réunification face aux rivalités entre la Tripolitaine à l'ouest et la Cyrénaïque à l'est, deux régions au destin séparés qui se sont souvent opposées tout au long de l'histoire chaotique du pays. Un an après,
Les conflits ont refait surface et le pays se retrouve avec 2 premiers ministres. Désigné par un vote controversé du Parlement, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha est désormais à la tête du gouvernement intérimaire. Nomination que l'on pourrait qualifier de coup de force institutionnel du camp de l'Est libyen contre celui de Tripoli, le Parlement siégeant à l'Ouest. Le prochain gouvernement sera un gouvernement pour tous et par tous, et nous tendons la main à tous, sans exception. Deuxièmement, le respect et la reconnaissance à la Chambre des représentants et au Conseil d'État. La confiance de la Chambre des représentants et du Conseil d'État est très appréciée et je ferai au mieux, si Dieu le veut. Une désignation que l'ONU n'a pas encore reconnue pour le moment. Et à la question « Reconnaissez-vous toujours le Premier ministre intérimaire ?», le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a fait une réponse succincte mais claire. Oui, pour faire court, oui. En Libye, soyons clairs, l'ONU n'est pas un proconsul ou une autorité générale en Libye. Nous sommes ici et là pour aider le peuple libyen. Une situation qui crée le trouble pour les Libyens qui espèrent une réconciliation dans un pays encore marqué par la bataille de Tripoli, conflit armé qui avait opposé les 2 régions entre 2019 et 2020. À mon avis, le gouvernement actuel doit rester en place. Il n'y a aucun intérêt à laisser un nouveau gouvernement recommencer pour cette courte période. Nous considérons que Dbeibah est meilleur que toute autre personne. Dbeibah est meilleur que Fathi Bachagha. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le véhicule du Premier ministre libyen, Abdoulahamid Dbeibah, a été ciblé par des tirs. Une nouvelle situation délicate pour ce pays qui semble bien en peine de trouver la voie de la stabilité après la chute sanglante du gouvernement de Mouammar Kadhafi. Au Canada, le blocage d'Ottawa par les poids lourds a de lourdes conséquences sur l'industrie automobile. Le convoi de la liberté paralyse donc les voies commerciales frontalières. 14e jour de mobilisation et toujours pas d'accord en vue. Les manifestations du convoi des libertés ont à présent un impact direct sur l'économie et l'industrie automobile du pays. À Windsor, à la frontière avec la ville américaine de Détroit, le pont Ambassador, le plus fréquenté du pays, est toujours occupé par des camions. Une situation qui a alerté Washington, désormais concerné par le sort d'un axe commercial majeur. Le pont Ambassador est le passage le plus fréquenté du Canada vers les États-Unis et représente environ 25% des échanges commerciaux entre les 2 pays. Et donc le blocage pose un risque pour les chaînes d'approvisionnement, pour l'industrie automobile, parce que le pont est un canal clé pour les véhicules à moteur. Les composants et les pièces et les retards risquent de perturber la production automobile. Une situation qui a poussé le gouverneur du Michigan à appeler les gouvernements locaux, provinciaux et nationaux du Canada à désamorcer ce qui passe pour un véritable blocus économique. De grandes usines telles que Ford, Stellantis ou encore Toyota ont été contraintes de ralentir leur chaîne de fabrication. La production automobile, mais aussi les travailleurs canadiens qui traversent chaque jour la frontière sont touchés. À Windsor, côté canadien, le maire Drew Dilkens a annoncé une injonction de la justice pour déloger les camions de sa ville. Il y a peu de temps, le conseil municipal de Windsor a autorisé la demande d'une injonction auprès de la Cour suprême pour mettre un terme à cette occupation illégale. Ces individus sont en train de traverser sur une propriété de la ville et si besoin, ils seront déplacés pour permettre un mouvement continu de marchandises tout le long de la frontière. Hier, j'ai parlé de l'importance d'une résolution et je garde espoir que cela peut être fait. De nombreux autres politiques canadiens ont levé leur voix pour mettre fin à la crise. Une situation qui n'a pas empêché ce jeudi soir les manifestants de danser devant le Parlement canadien. En déplacement hier à Belfort, Emmanuel Macron a dévoilé son plan de relance nucléaire pour les 30 prochaines années. Au programme, la décarbonisation et le développement des énergies renouvelables. Un grand chantier à 2 mois des élections présidentielles alors qu'il n'est toujours pas candidat. C'est depuis le site de fabrication des turbines Arabelle à Belfort qu'Emmanuel Macron a dévoilé sa stratégie énergétique pour la France de 2030. Pour arriver à une décarbonation totale, le chef de l'État mise sur une alliance entre nucléaire et énergie renouvelable. Pour produire cette électricité de manière la plus décarbonée, la plus sûre, la plus souveraine, et justement d'avoir une stratégie
plurielle, celle que nous avons choisie, sur la base de ces travaux, et de développer tout à la fois les énergies renouvelables et le nucléaire. C'est que nous n'avons d'autre choix que de miser en même temps sur ces deux piliers. Une combinaison qui serait donc la plus pertinente selon le chef de l'État. Concernant le secteur renouvelable, il a annoncé l'implantation de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. Mais surtout, Emmanuel Macron a détaillé un vaste plan de relance du nucléaire en France. Parmi les annonces marquantes, la prolongation de tous les réacteurs qui peuvent l'être au-delà de 50 ans et la construction d'une série de nouveaux. Compte tenu des besoins en électricité, de la nécessité d'anticiper aussi la transition, la fin du parc existant, qui ne pourra être prolongé indéfiniment, nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Avec une mise en service du premier EPR2 vers 2035, complété par de petits réacteurs modulables et des réacteurs innovants produisant moins de déchets. Une renaissance du nucléaire français selon Emmanuel Macron, qui coïncide avec le rachat par EDF d'une partie de l'activité nucléaire de General Electric, dont les turbines Arabelle qui avaient été vendues en 2015 aux géants américains lorsque le locataire de l'Elysée était encore ministre de l'économie. Du côté de l'opposition, les réactions ne se sont pas faites attendre pour condamner le discours du chef de l'État. Une nouvelle fois, un homme tout seul décide d'engager le pays dans le tout nucléaire pour les 30 prochaines années et d'allonger l'usage des vieilles centrales pour 30 ans de plus. Ni expertise, ni étude d'impact, ni plan. Le fait du prince. Ça y est, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la relance du nucléaire. Et le résultat est encore pire que ce que nous anticipions. Nous appelons à la mobilisation générale. Macron annonce une relance du nucléaire après avoir annoncé en 2018 la fermeture de 14 réacteurs. Le « en même temps » énergétique est mortel pour notre indépendance. Le candidat Macron est-il informé du bilan du président Macron qui a démantelé le nucléaire et fermé Fessenheim ? Des critiques sur un sujet clivant de la campagne présidentielle pour laquelle Emmanuel Macron n'a toujours pas annoncé sa candidature. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.